Il a dirigé près de 900 matchs de foot. C'est l'un des entraîneurs les plus connus, pour ne pas dire le plus connu, véritable légende du football français. Il a porté au plus haut l'AJ Auxerre pendant près de 40 ans. Ses conseils sont encore demandés de toutes parts. Il est d'ailleurs encore consultant. Il n'a pas sa langue dans sa poche et c'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il est autant apprécié. C'est Giroud qui est sur notre plateau ce soir. Bonsoir Giroud. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, près de 1000 matchs à votre actif. Rétrospectivement, quand vous regardez dans le rétroviseur, quel regard est-ce que vous portez sur votre carrière ? Ça a passé trop vite, pourtant. J'ai commencé à 21 ans et demi. Et je jouais encore, j'étais entraîneur-joueur de l'équipe d'Auxerre qui était en 5e division. Puis nous sommes montés progressivement pour arriver en 1980 en première division. Et c'est là que j'ai commencé mes 894 matchs. Mais en réalité, c'est pas 1000 matchs, c'est 2000. Parce qu'il y en avait 20 ans avant. Et puis il y a des coupes, il y a les matchs amicaux, etc. Enfin, tout compris, ça approche 2000. Ça fait beaucoup, hein, même si on... Ça fait beaucoup. On met à 1h30 le match, ça fait beaucoup d'heures. Il y en a un qui vous a particulièrement marqué, dont vous vous souvenez avec émotion ? Oui, c'est pas le plus prestigieux. Il y a ceux qui l'ont joué, ou presque, quelques anciens d'Auxerre. C'est le match à Montceau-les-Mines qui a permis à Auxerre, en 1970, de monter en CFA, en championnat de France amateur, alors que Auxerre, depuis sa création en 1905, enfin, depuis la guerre de 14, de 1905 à la guerre de 14, Auxerre a joué c'était un patronage dans la Fédération catholique de France, puis après dans la Fédération générale qui porte un autre nom que la 3F. Donc depuis ce temps-là, Auxerre n'avait jamais émergé hors de la Bourgogne. Et là, le CFA nous permettait d'aller en championnat de France. C'était de la part de tous ceux qui aimaient le club et qui voulaient ça. Pensez à Vallon et Sens, les deux sous-préfectures, y étaient allés avant nous. Alors, donc on est rentré, et je suis allé au journal local aider à faire le plomb, enfin pour avoir la page. Et puis ensuite, je ne suis pas rentré chez moi, je suis allé dans la campagne. J'ai fini la nuit dans la campagne et j'ai vu pour savourer mon bonheur. Ça m'est jamais arrivé depuis. Ça doit être un souvenir exceptionnel. Alors vous parliez de la guerre de 14, je vais parler un petit peu de la guerre de 40, puisque votre papa a été mobilisé à ce moment-là. Il a été fait prisonnier lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ? Oui, alors, il était officier. C'est ça ? Il était officier de carrière. Donc quand il devait être sous-lieutenant, il a été fait prisonnier dans la bataille de 1940. Et il est revenu en 1945, mais pas le lendemain du 8 mai, peut-être en juin ou en juillet. Et j'ai donc découvert mon père, j'avais 7 ans. C'est impressionnant comme histoire. Élevé par mes grands-parents et ma maman, c'était un intrus presque dans mes habitudes. Quel souvenir vous gardez du jour où, à l'âge de 7 ans, vous découvrez, vous découvrez pas que vous avez un père, vous le saviez, mais vous découvrez qui est votre père. Vous arrivez à revivre ces moments et à ressentir l'émotion qui a été la vôtre à ce moment-là ? Oui, alors... Il faut se remettre à cette époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont que leur maman à proximité, beaucoup d'enfants de couples séparés. À cette époque-là, c'était aussi la norme. À l'école, il y en avait 5 ou 6 sur 20 qui avaient leur papa. Et donc, et là, les papas sont tous revenus, ou pas tous, au même moment. Et alors bon, je me souviens sa passion dont il avait été privé pendant 6 ans, c'était la pêche. Et dans l'Yonne, il y a vraiment une rivière où il y a du poisson. Et je suis allé, j'ai fait sa connaissance à la pêche. À la pêche, c'est intéressant. C'est un endroit favorable, extrêmement calme, tranquille. On peut avoir des silences, etc. Mais j'étais un gamin très, très bien réveillé. Et vous étiez ému de rencontrer votre père ? Je ne sais pas si j'étais ému.
non, je ne plaçais pas ça sur le... C'était la norme, quoi. Les oui, papas vous aviez appris à faire sans, de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais. Non, puis mon grand-père était très, très présent. Il a joué un très grand rôle dans ma vie. Même dans mon orientation, je n'ai pas quitté Auxerre. Oui, parce que c'est lui, il faut préciser, c'est lui qui avait acheté une maison de famille, enfin qui avait emmené en tout cas toute la famille à Poigny, c'est ça, dans l'Yonne. Mais il l'a acheté à l'un de ses beaux-frères, il en avait beaucoup parce qu'il était le 13e enfant d'une famille de 18 enfants. Ah oui, et c'est dans cette ville que vous avez commencé à jouer au foot en fait. Ça remonte à ce moment-là. Ben oui, il y avait un pré en face de la maison. La maison était isolée dans la campagne. D'accord. Et il y avait un pré et il allait avec sa pelle et son seau ramasser des bousses de vache pour faire le fumier familial qui lui permettait le jardin qui nous nourrissait. Et quand il avait enlevé les bouses, on disait c'est là qu'on joue au foot. Mes copains arrivaient, on mettait 2 piquets et on jouait au foot avec des petites balles, évidemment. Alors, 1996, c'est une date importante. C'est l'année où l'AJ Auxerre remporte le titre de champion de France. Qu'est-ce que ça a apporté à votre vie? Dans quelle mesure est-ce que ça l'a fait un peu basculer? Déjà, on m'avait offert d'entraîner l'équipe de France. Et une fois, après la défaite contre la Bulgarie, où l'entraîneur Gérard Rouillet avait été retiré, et j'avais refusé parce que j'avais une équipe de jeunes de 15, 16, 18 ans. J'ai dit, ceux-là, quand on va les avoir amenés à maturité, on va être très fort. Et on a été très fort. Donc on a gagné la Coupe et le championnat cette année-là, devant Paris Saint-Germain. Et bon, j'étais très très heureux, évidemment. Le titre de champion, tout le monde, tous les entraîneurs n'ont pas la chance d'être une fois dans leur vie champion de France. Et moi, c'était tellement un aboutissement. Là, j'ai eu vraiment une joie profonde. D'ailleurs, les images le montrent. J'ai démarré du banc, j'aurais dû me fracasser les tendons d'Achille parce que j'ai plus jamais été à cette vitesse-là. Au coup de sifflet final pour me précipiter. Il fallait, c'est un instant après le coup de sifflet final, parce qu'on était champion, PSG était à Bordeaux, et si PSG avait gagné, il aurait fallu continuer les 2 dernières journées pour le désigner de champion. Mais comme ils ont fait match nul, on a été champion en faisant match nul aussi. Vous avez été champion plusieurs fois, parce que vous avez porté très haut le club d'Auxerre. Il y a eu 4 Coupes de France, 94, 96, 2003, 2005. Vous avez formé des joueurs tout à fait légendaires, comme Basile Boli, Eric Cantona. Vous êtes fier de tout ça? Oui, oui, c'est vrai. Je ne vais pas faire vous savez, celui qui fait le modeste, c'est parce qu'il veut être loué 2 fois. Ouais. Oui, c'est vrai, je suis très fier du palmarès d'Auxerre, avec quelques regrets. J'aurais voulu gagner une Coupe d'Europe. J'ai été tout près. J'ai été frustré 2 fois. Frustré par un but refusé à Dortmund de l'Asland sur un ciseau retourné qui m'aurait peut-être permis d'aller en finale, et peut-être en finale j'aurais gagné. Et puis une autre fois où j'ai rencontré l'équipe du CSKA Moscou, et je suis un peu amer de l'arbitrage des 2 matchs et interrogateur. Pourquoi interrogateur? Parce qu'il y a eu des faits troublants que je ne peux pas raconter sous peine d'être attaqué. En parlant de faits troublants, ça m'intéressait de connaître le regard que vous portez sur le monde du foot de manière générale et puis également sur le monde du sport également dans son ensemble. Alors, bon, c'est une longue dissertation, vous me demandez. J'imagine qu'il y a de quoi raconter. Le monde du foot, je serais beaucoup plus compétent que par rapport au monde du sport. Le foot, c'est un sport où il y a plus de fédérations inscrites à la Fédération internationale de football qu'à l'ONU. Il y a plus de 200 nations qui sont inscrites et qui font les compétitions internationales. Donc c'est un merveilleux jeu, un merveilleux sport pour les hommes et les femmes, et les femmes sont en train de rattraper, mais qui a forcément les défauts et les qualités des hommes et des femmes. Il y a des injustices, il y a de tout, il y a de la passion, mais il y a aussi beaucoup de bonheur. Voilà, il faut prendre ça comme ça, il faut accepter les erreurs, les injustices, même du genre de celles dont je me plaignais, parce que ça fait partie de la vie, on les retrouve, ces injustices, dans la vie ordinaire.
Alors vous n'avez pas qu'entraîné les joueurs à la JOCR, hein, vous avez également entraîné le RC Lens. Vous avez fait un certain nombre de choses dans votre vie, y compris du cinéma. Vous êtes un ami de Gérard Depardieu et vous avez entraîné Patrick Devers pour le film Coup de pouce, c'est ça? Oui, c'est exact. Avec M. Dussault qui avait commencé de le former. Moi, j'ai continué. C'était très difficile. Et puis, Jean-Jacques Hano, qui est devenu un ami à l'occasion de ces 2 mois qu'on a passés ensemble, était un jeune metteur en scène. Il avait 32 ans. C'était son 2e film. Et c'est devenu un film culte, puisqu'il continue de tourner dans le monde entier. Je l'ai rencontré dans des avions étrangers. Bon, alors moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'étais le metteur en scène du football, de la partie football, qu'on avait branché sur un match au CER 3. Enfin bon, c'est toute une histoire. Je suis très fier de ça, parce que je figure au générique encore récemment. C'est passé sur donc des c'est chaînes. Coup de tête, le film, Oui, c'est ça? comme conseiller technique, oui, le film Coup de tête. Et c'était très, très amusant. Et Patrick Devers avait encore 3 ans à vivre. Oui. Et il est décédé très jeune. Il était déjà un peu mélancolique. Oui. Jean-Jacques Hano nous avait demandé de ne pas laisser tout seul le soir. D'accord. Et chaque soir, il dînait chez un joueur. D'accord. Okay. Il avait beaucoup aimé cette séquence, parce que d'habitude, les acteurs, ils se retrouvent à la cantine ou bien dans un restaurant local. Alors là, vous acceptiez qu'ils jouent avec les joueurs, mais dans la vraie vie, vos joueurs, il n'était pas trop question qu'ils aillent, alors dîner bien sûr, mais en tout cas pas trop question qu'ils aillent faire la fête. Hein. Vous avez la réputation de les avoir vraiment tenus. Patrick Devers, pendant le travail, n'avait pas du tout l'esprit de faire la fête. Oui, bah ça je veux bien le croire, surtout s'il était malade déjà. Il n'était pas du tout un jeune homme dispersé. Il était très sérieux. Il arrivait le matin, il avait l'œil qui pétillait. Et il était. C'est là, j'ai vu, là, il y avait Jean Bouise, il y avait beaucoup d'acteurs français de l'époque, puisque c'était en 1979 que j'avais vu au cinéma et que je retrouvais là. J'ai vu leur manière de travailler, leur manière de se préparer, que d'ailleurs un peu celle des footballeurs. Donc, quelles sont les similitudes justement entre la manière dont se préparent les comédiens et celle dont se préparent les footballeurs? Oui. C'est pas du tout le même métier, mais bon, c'est acteur. Oui. Alors, le joueur de foot, c'est un acteur. Ah oui, il prend la lumière, bien sûr. C'est un acteur d'un combat de gladiateur. Oui. Où on fait jouer l'adresse et le reste, c'est l'intelligence. Et l'acteur, il va se transformer en quelqu'un d'autre. Il faut qu'il le soit vraiment. Il faut que ça soit réussi, c'est les très bons acteurs. Par exemple, Jean Bouise jouait le rôle de président. Il a été voir mon président, M. Hamel, pour parler avec lui. Pour s'inspirer pleinement du personnage. Je m'excuse auprès de lui, parce qu'il est encore, je pense, de ce monde. Celui qui avait le rôle d'entraîneur m'a beaucoup fréquenté pendant cette époque-là. Je me souviens qu'on a déjeuné ensemble. Il voulait vraiment tout comprendre, s'inspirer, s'imprégner, s'imbiber. Et il a été excellent. Moi, ce que je vais vous proposer à présent, c'est un exercice un peu atypique, un peu singulier, où vous allez voir, je vais vous proposer des mots. Et vous allez me dire ce qui vous inspire, avec une petite spécificité, c'est que je ne serai plus en face de vous. Mais je vous rassure, vous allez continuer à m'entendre et je vais parler bien fort pour que vous m'entendiez. En tout cas, merci beaucoup pour ces premiers témoignages et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, comme je vous l'expliquais, Guy-Roux, je vais vous suggérer différents mots et je vais vous laisser me dire de manière tout à fait spontanée ce qui vous inspire, tous ces mots. Le premier d'entre eux, c'est simplicité. C'est le contraire de compliqué. Je pense que c'est le moyen par lequel on arrive le mieux à ce qu'on souhaite faire. C'est le chemin le plus court. Le chemin le plus court vers quoi? Qu'est-ce que vous cherchez le chemin le plus court vers le vœu, vers ce qu'on a décidé de faire, ou bien ce qu'on a décidé d'être. Je dis, c'est le contraire de compliqué. Alors, simplicité, ça peut avoir comme connexion l'intelligence. Et compliqué, c'est bête. C'est bête de faire des zigzags alors qu'on a une ligne droite. On vous décrit souvent comme quelqu'un de simple. Est-ce que c'est important pour vous de vivre simplement ?
Oh, ben, je vis pas si simplement que ça. Enfin, quand même, Fidel Castro, alors si j'ai bien compris, vous avez proposé de vous offrir une île, vous avez refusé. Pourquoi finalement cette volonté de choses relativement simples quand vous pourriez vivre dans un luxe absolu? Non, d'abord, je ne pourrais pas vivre dans un luxe absolu parce que lorsque j'étais entraîneur d'Auxerre, ça a commencé par 20 ans où il n'y avait pas d'argent, presque pas d'argent pour me payer. Et puis après, quand la télévision est venue, je suis devenu quelqu'un non pas de riche, mais d'aisé. Alors je suis aisé, alors c'est déjà plus la simplicité. Mais enfin, pour mon alimentation, par exemple, est le reflet des habitudes que m'a donné ma grand-mère, qui était la cuisinière de la famille. Et je vois pas pourquoi j'essaierais de me compliquer et de changer mes habitudes. Ça serait peut-être un peu bien pour ma ligne, mais bon. Parce que c'était une cuisine relativement... Alors, c'était pendant la guerre. Et mon grand-père faisait les légumes dans le jardin qui nous nourrissaient, mais il faisait aussi un peu du blé, on avait de la farine, et donc c'était très glucidique. On avait des fruits, donc c'était des tartes, c'était des purées, et j'ai gardé un peu ces habitudes, et les glucides, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire en particulier. Alors, assez roboratif, j'imagine. Néanmoins, il y a vraiment un côté très terroir. Vous êtes né à Colmar, vous êtes arrière-petit-fils de paysans. Vous vous sentez très proche de ce monde-là, de ses racines? Oui, bien sûr. Puis je vis à Auxerre. J'ai un pied-à-terre toujours à Poigny et dans un village voisin. Bon, mais je n'ai par exemple aucune compétence en agriculture. Je m'intéresse aux problèmes de l'agriculture, au glyphosate et aux problèmes d'herbicides. Et je m'intéresse bien sûr, mais comme tout le monde peut le faire, pas d'une manière très scientifique et très profonde. Quand on parle du terroir, on parle des paysans, mais aussi du bon sens paysan, qui est quelque chose dont vous ne manquez pas. Le bon sens, c'est quelque chose qui vous a aidé, justement, ce que vous ont transmis vos grands-parents, qui ont autant compté pour vous? Sans doute, sans doute. Mon grand-père, je l'ai fréquenté jusqu'au dernier jour de sa vie. Il m'a dit au revoir à 14 heures et il est décédé le soir. Il m'a dit je vais mourir ce soir. Et je lui dis mais non, attends, c'était au mois de mars. Je lui dis attends le printemps. Et puis alors politiquement il était anticommuniste et c'était l'année de l'élection. C'était 81. Je lui dis si tu meurs avant les élections, tu vas faire perdre une voix à l'anticommunisme. Et bon, j'ai pas réussi, il est mort le soir quand même, mais j'ai eu avec lui des conversations quotidiennes. J'allais le voir 5 jours par semaine, une demi-heure. Et il habitait chez lui à la campagne. Et il a eu ses poules pendant très longtemps. Enfin bon, il m'a beaucoup influencé. C'était un homme qu'on a sorti de l'école à 12 ans pour travailler la terre, mais qui a ensuite appris énormément et c'était un sage. Alors, vous évoquiez les difficultés au début de la JOCR, les budgets un peu compliqués. Vous êtes connu pour être quelqu'un d'économe et vous auriez une fois crié à un joueur, un ballon, c'est 500 francs. À l'époque, c'était des francs. Pourtant, le foot, paradoxalement, c'est quand même un milieu où on gagne beaucoup d'argent. Vous, quel est votre rapport à l'argent? Alors bon, j'ai été élevé, l'argent qui rentrait pendant la guerre, je ne sais pas ce que le gouvernement de Vichy donnait aux familles des prisonniers, mais enfin c'était... Et puis il n'y avait même pas la retraite du combattant de mon grand-père, donc il n'y avait pas d'argent à la maison. La viande, j'ai vu dans un musée de la Résistance que la viande par personne par semaine, c'était ça, c'était le creux de ma main, là. Donc on avait les produits du jardin et de la basse-cour, et donc on faisait attention à tout. L'argent, c'était vraiment... mon grand-père allait faire les commissions, ma grand-mère lui préparait le porte-monnaie. Il avait sa liste, il ne pouvait pas dépenser. Quand j'étais en âge, par exemple, d'aller au bal, s'il y avait la fête 3 jours, j'avais l'argent pour une entrée au bal. Quand j'étais au lycée,
ma grand-mère me donnait 100 francs. C'est-à-dire, vous voyez, 100 francs, c'est pas beaucoup. À cette époque-là, c'était 1 franc nouveau après, 1 franc nouveau. Il faut diviser par 6,5 pour savoir combien ça fait de centimes d'euros. J'avais ça par semaine pour acheter ma motte non pas de beurre, le nom me vient pas, de ce qui remplaçait le beurre à cette époque-là pour faire mes tartines. Alors ça valait 76, la margarine valait 76 centimes. Je peux même dire le mot parce qu'il ne doit plus exister, c'était Astra. Alors 76 centimes, il me restait donc 24. Et avec les 24, j'avais droit à un cornet de frites à 20 centimes tous les jeudis. Et tous les 5 semaines, j'avais 2 cornets de frites avec le reste. Vous voyez, on sent que ça vous a quand même beaucoup marqué, beaucoup impacté, le fait d'avoir à compter comme ça. Ça vous a éduqué, bien sûr. Ça vous a éduqué, bien sûr. Ça m'a évité le gaspillage. Mais après, on m'a affublé, enfin c'est Canal+, qui avait, avec le talent des Guignols, a fait beaucoup pour ma publicité. Pourquoi dépenser plus que ce que ça mérite, que ce que méritent les choses? Mais c'était le club. C'est mon président, M. Jean-Claude Hamel, qui tenait les comptes dans le club et qui les a magnifiquement tenus. Il a fait un exploit formidable que tous les chefs d'entreprise vont comprendre. Il a fait 40 années avec des comptes d'exploitation positifs ou en équilibre. Pas un seul compte d'exploitation en déséquilibre. Pas d'emprunt à rembourser jamais. Et donc, ça m'a éduqué. C'est lui qui aurait dû être le Guignol. Alors, puisqu'on parle d'éducation, je vais vous demander ce que vous inspire le mot « père ». Le père, on en a déjà parlé. C'est celui d'ailleurs qui j'ai appris après, qui me manquait. Pendant que, comme je ne l'avais pas connu, il était prisonnier, j'avais 1 an et demi. Quand il est revenu, il a dû me montrer ce que c'était. Moi, quand il est revenu, après ma mère est tombée malade, donc il a consacré toutes ses finances pour essayer de bien la soigner et de la prolonger. Donc, mais j'ai jamais manqué de rien. Alors, vous avez consacré de l'argent pour aider votre maman. Est-ce que, quand vous dites que vous n'avez manqué de rien, est-ce que vous n'avez pas manqué de temps? Alors, bien sûr, il y a eu ces 7 premières années où il était absent, mais est-ce que par la suite, il a été présent pour vous? Mais non, il était officier. Il a fini colonel. Il était lieutenant ou sous-lieutenant en 40 et il a fini lieutenant-colonel. Donc, il a fait toutes les guerres françaises. Est-ce que vous avez le sentiment que la discipline militaire qui vivait lui au quotidien vous a un peu impacté, vous a un peu, voilà... Non, je ne crois pas. J'ai vécu à Münster, en Alsace. Il commandait des prisonniers allemands pour déminer les Vosges, vous voyez. Mais 6 mois. J'ai vécu 6 mois entre père et mère. Après, il est parti en Indochine et il est resté longtemps en Indochine. Après, il a été en Algérie et après, il était dans des garnisons en France. Et bon, je le voyais chaque fois qu'il venait. On allait à la pêche d'ailleurs. C'était un homme. Il était fils de colonel lui-même, et très bien éduqué, loyal, qui avait des principes moraux extrêmement simples qu'on peut ici, dans cette chaîne, appeler chrétien. Il était d'ailleurs chrétien, pratiquant, mon père. Et si j'ai pas été plus pratiquant, c'est peut-être parce qu'il n'était pas là. Mais bon, j'ai un souvenir ému et respectueux par rapport à lui, mais peut-être moins intime que d'autres enfants qui l'ont vu tous les jours pendant leurs 20 premières années. Alors vous, effectivement, ce père a été relativement absent. En revanche, on pourrait demander à beaucoup des footballeurs que vous avez entraînés, beaucoup diraient que pour eux, vous avez été comme un père. Est-ce que c'est justement, selon vous, pour combler ce déficit dont vous-même vous avez souffert? C'est possible, mais
Non, eux-mêmes sont arrachés à leur famille à 13 ans, 14 ans. Alors, ils ont besoin d'un guide, d'un mât pour s'accrocher, c'est sûr. Et puis, j'étais porteur des principes simples que j'ai retrouvés d'ailleurs partout. Je les ai retrouvés, les principes moraux qui guidaient mon père officier chez mon grand-père, qui lui avait été commerçant après. Quand même, il a fait 3 ans de service militaire, et plus la guerre, les tranchées, plus 50 prisonniers aussi, mon grand-père. Donc, c'était la droiture, c'était l'honnêteté, enfin les principes simples. Et puis à l'école communale, avec un instituteur, M. Teinturier, qui était de gauche, on pourrait dire, même communiste sans doute à certains moments au début de la guerre, et qui nous enseignait la morale, vous savez, comme les instituteurs de la Troisième République. Il y avait au tableau, quand on arrivait le matin, le mot moral, et il y avait un principe. Tu ne voleras pas. Tu respecteras tes parents, etc. Alors, bon, étant cerné par tous ces principes, et puis au catéchisme, parce que nous avions au village un prêtre hollandais, magnifique, qui j'ai beaucoup aimé son enseignement parce que, mais pour des choses simples, le catéchisme, la séance commençait par la récitation de ce qu'on avait dû apprendre pendant la semaine, mais après on avait un film de Tintin sur un appareil, vous savez, qu'il le tournait à la main, peut-être bien ou à peine, et puis après on allait faire un petit match de foot. Alors j'ai trouvé ce curé formidable, j'ai adopté aussi ces principes qui sont les principes un peu de la bonne humanité. C'est intéressant parce qu'on sent que la transmission, ça joue un rôle très important, la transmission de ces principes chrétiens, mais aussi des principes que votre grand-père vous a inculqués. Vous-même, vous donnez beaucoup de conseils, d'avis précieux. C'est important pour vous d'apporter cette aide, de transmettre ces conseils aux autres ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est des principes qui permettent à une vie harmonieuse de tous. Et puis j'avais trouvé une formule, parce que les journalistes qui me traitaient de père constamment. J'étais le père de Basile Boli, ce qui faisait sourire évidemment. Mais l'amour numéro 1, je pense, dans la vie. Je disais toujours aux joueurs, quand un joueur était blessé, par exemple gravement, opération du genou qui devait l'arrêter 6 mois, les croisés, je lui disais alors, qui est-ce que tu aimes le plus dans ta vie? Alors, ma maman, bon, elle est en bonne santé, oui. Après, alors bon, ça dépendait un peu de l'âge, ça pouvait être ma fiancée, bon, et après, alors en numéro 3, s'il n'avait pas d'enfant, s'il avait des enfants, c'était les enfants. Mais après, c'est le père. Bon, on n'est pas trop mal classé, on est 3e ou 4e. Et donc, cette autorité, quand même, est salvatrice. Elle permet de ne pas paniquer quand on est jeune, enfin, vers la fin de l'adolescence. Il n'était pas là, mon père, mais il existait quand même. C'est intéressant parce que vous venez de parler de l'autorité, de la nécessaire autorité. Vous avez l'air de dire que c'est important, et ça l'est probablement. Vous êtes vous-même décrit comme étant plutôt quelqu'un d'autoritaire, en tout cas avec vos joueurs. Bon, j'avais l'autorité normale d'un chef d'équipe. Vous savez, dans un atelier, le chef d'atelier ou le contremaître dans une usine ou le professeur dans un collège ou à l'université doivent avoir une autorité pour pouvoir développer leur enseignement. Donc, l'autorité, c'est ce qui permet le respect. L'autorité, ça permet de vivre ensemble, d'accepter les leçons, parce que c'est toujours un peu humiliant d'être celui qui reçoit la leçon. C'est toujours celui qui la donne qui croit être le meilleur. Bon, c'est vrai que... Alors, j'étais, vous savez, en école communale, j'étais chef de classe. Après, en 6e... Ça ne me surprend pas. Voilà, donc pourtant j'étais tout petit, léger, petit. J'étais le plus petit de la classe pendant très longtemps, jusqu'à
la seconde, je suis pas devenu très grand non plus, mais enfin, surtout dans la génération actuelle qui a 5 cm de plus que la mienne. Mais j'étais un peu plus grand que le poilu de 14. La moyenne du poilu de 14, je vais peut-être l'apprendre à beaucoup, c'est 1m68. Les Français et 1m74 les Prussiens. Actuellement, la moyenne des jeunes, c'est 1m77. Et moi, je faisais 1m76. Mais voilà, cette considération sur l'autorité à travers la... Mais il y a la politesse. La politesse, c'est un peu un embellissement de la rencontre. Alors, je vais vous faire une démonstration. À l'école de football, dans laquelle je suis maintenant bénévole, j'ai institué, comme j'avais institué au centre de formation, la poignée de main comme obligatoire. Alors je sais que par les temps qui courent de maladies contagieuses, il vaut mieux pas serrer la main, mais en temps ordinaire, il faut serrer la main. Alors serrer la main, c'est ouvrir, emmancher, fermer et secouer. Voilà. Et tous les enfants de la JA, quand ils viennent, quand ils vous rencontrent, ils arrivent, ils ouvrent, ils avancent, ils serrent et ils secouent. C'est un petit moyen d'avoir le sourire quand on se rencontre. Un moyen mnémotechnique. Alors on a parlé tout à l'heure des victoires en Coupe de France notamment. On va parler à présent des échecs. C'est quoi vos échecs ? Mes échecs, il y en a beaucoup. Sur les 894 matchs, je n'ai pas les chiffres, mais vous savez, maintenant il y a des téléphones qui vous donnent tous les chiffres. Alors, ceux qui ont un téléphone, je ne cite pas la marque, peuvent regarder combien j'ai perdu de matchs. J'ai perdu un tiers des matchs. Donc ça fait un tiers de 900, 300 échecs. 300 échecs, 300 victoires et 300 matchs nuls. Comment vous les avez gérés quelque part, même si c'était un peu semblé curieux, comment vous les avez gérés ces échecs ? Terriblement. Terriblement quoi ? Terriblement bien ou terriblement mal ? Mal, très mal. Quand on perd un match, déjà dans les petites divisions ou quand j'étais joueur, mais quand on est en grande division ou bien dans des grandes épreuves comme une Coupe d'Europe, on est détruit. L'entraîneur est détruit. Mais détruit pendant 24 heures. Il faut qu'en 24 heures, il se refasse. Parce que le lendemain, il rencontre les joueurs. Il ne faut pas qu'ils soient détruits en face d'eux. Parce qu'ils sont détruits aussi. Alors, mais l'échec, pour moi, c'était terrible. Mais normal, intellectuellement admis, mais profond, émotionnellement non. Et après, très mal digéré. Et de manière générale, comment est-ce que vous parvenez à faire avec alors que vous êtes tout entier porté vers la victoire et je voudrais aussi qu'on parle de l'état d'esprit des joueurs parce qu'on sait à quel point l'état d'esprit victorieux contribue à la victoire. On a eu Bernard Hinault sur ce plateau, non pas pour le foot mais pour le cyclisme et qui expliquait justement à quel point le fait d'être en condition de gagner est déterminant. Et ça, comment est-ce que vous le transmettiez à vos joueurs ? Ah oui, on a intérêt. Oui, Bernard Hinault que je connais très bien, je fréquente à chaque fois que je peux, grâce à qui j'ai suivi une dizaine de Tours de France. Dans un sport individuel, c'est vraiment c'est la même chose que dans les sports collectifs, mais c'est pas diffus, c'est concentré en un homme. Les joueurs, il faut les préparer. Alors, j'ai étudié ça, j'ai essayé d'inventer. Je ne sais pas si j'ai inventé, d'autres que moi l'ont dit. Et puis on ne prépare pas un homme, on prépare 15 hommes pour faire le match. Enfin, on a droit à 14, puisqu'on a droit de faire 3 changements. Eh bien, on en prépare 18 maintenant. Moi, j'en préparais d'abord 13, puis 15, puis 16, puis 18 à la fin, en suivant les modifications des règlements. Il faut avoir j'allais dire des trucs, il faut avoir des procédés. Et le meilleur procédé que j'ai... le procédé pour vraiment diriger, pour faire pénétrer l'envie de gagner, pour faire pénétrer ce qu'on veut faire pénétrer, j'ai trouvé quelque chose. Il y a 2 institutions humaines en dehors de l'alimentation et des choses de la vie animale. Il y a 2 activités humaines qui traversent les siècles. C'est les armées et les religions.
Alors, je vais vous parler des armées, parce que les religions, je n'ai pas besoin de dire ici combien ça reste profond dans l'humanité, et grâce au départ des religions. Mais quand même, il y a deux choses dans les religions. Il y a celui qui en est à la base, et puis la manière dont les hommes la transmettent. Et ils la transmettent par des rites. Il y a les rites religieux, pas dans le catholicisme bien sûr, mais dans toutes les religions, il y a des rites. Et les hommes qui les transmettent, qui sont porteurs de ces rites, sont évidemment des hommes de foi et les amènent à travers les âges. Dans toute l'humanité, il y a eu des religions et il y en aura, à mon avis, toujours. Et le deuxième, c'est évidemment un peu cruel de dire ça, c'est les armées. Si vous regardez les images qu'on donne, par exemple, des armées romaines, dans leur fonctionnement, quels étaient les rites? Eh bien, les rites, c'était l'attachement au pays, à Rome, c'était l'attachement à l'empereur, Jules César, par exemple, pour celui qu'on a connu, ou bien Augustin à la fin, au IVe siècle, l'attachement à l'image du chef qu'on avait, et puis des drapeaux, des uniformes, sur l'habillement, etc. Quand on regarde l'armée actuelle, telle qu'on peut la voir, on ne la voit plus beaucoup dans les rues parce que l'armée française, elle est beaucoup hors de France en ce moment, mais quand même, le 14 juillet, c'est vraiment un rite que tous les pays n'ont pas. Un 14 juillet n'ont pas un rite pareil. La France a un rite. L'armée française, elle est profondément dans la nation française. Je dis ça parce que j'ai eu, donc je vous ai dit, mon grand-père, mon père, mon autre grand-père, mon grand-père qui était deuxième classe en 1914. Je sais ce que c'est que l'armée. J'ai fait un service militaire. J'étais un très beau service militaire en Allemagne pendant 16 mois. J'étais entraîneur d'un régiment, d'une équipe de football dans un régiment de chars, mais qui était très sérieux, très sévère au point de vue discipline, parce que dans les armées, quand il y a du matériel, on est obligé d'être très sévère pour que ça dure, et aussi quand c'est l'aviation, pour que ça vole. Donc voilà. Alors j'ai appliqué cette habitude, j'ai fait des rites. Par exemple, l'entrée dans les vestiaires à l'heure. Alors, il y a des clubs où on dit vous avez une amende. Alors, les joueurs, ils arrivent avec le paquet de billets dans la poche, ils donnent l'amende, en retard. Moi, je me mettais contre la porte, je mettais mon talon contre la porte, et passé l'heure, je mettais le talon. Les joueurs étaient obligés de pousser la porte fort pour entrer. Et ça faisait évidemment une révision générale. Tous les autres pensaient qu'il était en retard. Ensuite, il fallait qu'il m'explique, 2 heures après l'entraînement, pourquoi il était en retard. Et après, on s'expliquait, il y avait des rites aussi de sanctions. Mais bon, et pour le match, alors le football, j'entends pas souvent qu'on en parle comme ça, c'est un métier, quand vous êtes professionnel, où vous savez tout, c'est comme le prêtre. Le prêtre, il sait que le dimanche matin, il a forcément une messe dans le christianisme. Eh bien, le joueur de foot, il a un calendrier, il peut avoir un calendrier en carton, avec les heures des matchs, et s'il plante un compas, par exemple, du 28 avril de cette année, il pouvait le planter en octobre, il savait que le 28 avril, c'était un vendredi, et comme il est en 2e division, que ça se joue le vendredi, le vendredi à 20h, 28 avril, il faudrait qu'il soit en pleine forme, car il a devant lui 1h30 de travail, d'activité où il doit être en réussite, où il doit être très bon. Alors c'est un métier très particulier, il y a très peu de métiers. Si vous êtes employé de banque, alors vous faites 35 heures par semaine, bon, alors pendant ces 35 heures-là, il faut être au niveau qui vous est demandé, toutes les semaines, alors 40 semaines par an, et puis ça va, il y a les 5 jours par semaine, pas plus. Bon, tous les jours se ressemblent, tandis que dans le football,
il faut qu'il soit bon, donc il faut que les rites l'amènent. Et là, donc, c'est la semaine. Le vendredi, il y avait l'étude de l'équipe adverse. Moi, c'était le samedi, le match. Le jeudi, il y avait l'étude de l'équipe adverse. La veille du match, il y avait un entraînement particulier qui était l'entraînement de la veille de match, où on en parlait, etc. Et puis après, ils retournaient chez eux. Ils revenaient à 19h à l'hôtel. Il y avait un menu qui était toujours le même. On dit l'ennui naît de pas changer, mais moi je changeais jamais les menus parce qu'ils étaient dans le rite. Après ça, il y avait la tisane, je faisais une tisane, les herbes changeaient selon l'époque de l'année. Il y avait les herbes anti-rhume, et puis bon, et après il fallait qu'ils se couchent, et le lendemain matin, petit déjeuner en commun, distribution des journaux qu'ils avaient commandés eux, car c'est pas pareil quand on a payé un journal ou quand on l'a ramassé, etc. Et après l'entraînement du matin, je donnais la composition de l'équipe. Et puis après, il y avait la sieste, toujours pareil. Et c'est, semble-t-il, c'est le rite de toutes les équipes de football du monde. Des équipes d'élite, j'entends, professionnelles. Et donc le rite permet ensuite l'autorité. J'avais plus besoin de causer. Il y avait la collation à 16h. Après la collation, je donnais les derniers renseignements sur un paperboard. Et après, je ne parlais plus aux joueurs jusqu'au match. Ils appartenaient à leur capitaine. Et voilà, ça marche comme ça. Vous nous avez beaucoup parlé de religion, de curé, etc. Vous avez plein d'anecdotes intéressantes. Alors, vous nous avez parlé également de la foi en vos joueurs, de la foi en vous. Du coup, je voulais vous proposer de parler de votre foi en Dieu et de comprendre aujourd'hui quelle place la religion tient-elle dans votre vie. J'avais une famille divisée sur ce sujet. Je l'ai appris après. La famille Laurie, c'est le nom de mon grand-père, était chrétienne. Mais le père de mon grand-père, qui était un pauvre paysan, qui connaissait la famine tous les printemps, si les pommes de terre nouvelles n'étaient pas assez tôt, s'est fâché avec le curé au baptême du 12e enfant. Ils ont eu un différend, donc il n'a pas baptisé mon grand-père. Et donc mon grand-père, ma grand-mère non plus, n'était pas baptisé. Dans ce village, il était à moitié laïque, à moitié descendant de Saint-Germain. Vous savez, toutes les terres avant la Révolution appartenaient à l'évêché. Et il y avait bien sûr la Révolution assez chaude à Poigny. Donc mon grand-père n'était pas anticlérical. Il était comme sont la moitié de ce village. Et mon père était, lui, catholique, pratiquant toute sa vie. Et donc, pour faire le mariage, pour épouser ma maman, elle a dû se faire baptiser. Elle s'est fait baptiser dans la semaine qui a précédé son mariage. Mais quand mon père était ensuite, par exemple, en Indochine, elle était très respectueuse de la volonté familiale. Et c'est pour ça que j'étais au catéchisme. La moitié des gamins du village allaient au catéchisme. Et donc, je vous ai raconté ce catéchisme avec ce curé. J'ai failli être enfant de chœur, mais j'ai raté parce que j'ai descendu la rampe de l'endroit pour prêcher un peu trop comme une piste de ski à un moment où le curé est arrivé, donc j'ai pas été enfant de chœur. Mais j'étais d'une foi totale. Il nous faisait apprendre les récitations à tel point que je pourrais encore vous réciter un Je vous salue Marie ou un Notre Père. Sauf que vous voyez Notre Père et maintenant vous le tutoyez. Je dis vous parce que vers 9 ans, on m'a envoyé en Alsace chez des parents, parce que ma mère est tombée malade, donc chez des amis de mon grand-père, qui étaient d'ailleurs catholiques, mais ça ne s'est pas trop bien passé avec les gens que j'ai rencontrés, de tendance catholique, et j'ai progressivement cessé d'aller à la messe et cessé de pratiquer. Alors je sais, Pascal dit allez à la messe et vous croirez, mais bon, je me suis éloigné. Après, quand j'ai réfléchi, j'avais comme seul bagage religieux, mon bagage du missel que j'ai encore d'ailleurs, de ma première communion. Et ça n'a pas suffi.
si vous voulez que je dise actuellement où j'en suis, je considère que l'humanité est divisée en deux. Alors je ne connais pas la proportion. La moitié de l'humanité croit en Dieu, avec un X, plusieurs différents, mais qui sont tous respectables vu de l'humanité. Et on ne va pas dire, je n'ai pas le droit de dire, moi qui ne crois plus, que les autres, que ceux qui croient sont des imbéciles. De même, ceux qui croient n'ont pas le droit de dire, les athées ou les gens d'autres religions, sont des imbéciles. Il doit y avoir le respect total. Alors peut-être que je suis à reformer, je suis à reformer. Alors je connais, j'ai tellement eu ça dans mon enfance, et puis ça m'a intéressé que j'emploie le langage. Effectivement, j'avais un rite personnel lorsqu'on jouait en diurne et qu'on perdait 1-0 à 5 minutes de la fin. Et comme le prêtre qui a créé le club, la JOCR, et qui s'appelle Nous jouons dans le stade Abbé Deschamps, c'est l'Abbé Deschamps qui était une personnalité de la ville d'Auxerre au début du XXe siècle. Je regardais un petit nuage et je regardais si l'Abbé Deschamps n'était pas là-haut en train de regarder le match en douce, parce que j'en fais toujours un personnage qui est au paradis, et qu'il regardait le match et je disais: oh l'abbé, il reste 5 minutes, si vous voulez pas que je perde, il faudrait me donner un coup de main. Et des fois on marquait un but. Alors bon, je m'appuie aussi sur des expériences. J'étais un jour avec mon cousin en train d'essayer de faire tomber une pomme qui était la dernière du pommier, qui était trop haut pour qu'on aille la chercher en grimpant, avec des pierres. Et on ratait la pomme, c'était très difficile. Et j'ai eu tout d'un coup une bouffée de foi, j'ai fait le signe de croix avec la pierre que j'allais lancer, et la pomme est tombée. Alors ce jour-là, j'étais profondément influencé, je devais avoir 12 ans, en me disant, bon ben, il doit quand même y avoir quelqu'un là-haut qui m'a fait tomber la pomme. Voilà, ça va vous paraître extrêmement primitif, et je m'en excuse auprès des gens qui regardent et qui ont la foi, parce que je les respecte profondément. J'ai des petits-enfants dont j'ai fait les communions. Les 3 fois, je suis allé, donc j'ai fréquenté 3 prêtres, tous formidables. J'ai parlé avec eux. C'est des souvenirs très, très chaleureux, parce que la communion de l'enfant, c'est quand même une des fêtes qui touche. Oui, c'est très touchant. Dernière question, est-ce que vous voyez des formes de similitudes, des formes de spiritualité commune entre le foot et la foi par rapport à la notion de partage, de vivre avec les autres, de bienveillance, de savoir valoriser l'autre plutôt que soi-même, une forme d'humilité? Est-ce que vous voyez, est-ce que ces liens vous paraissent perceptibles, évidents ou absolument pas évidents? Pas tout. Vous dites aimer les autres. Quand vous rencontrez quelqu'un et que le match commence à 20h et à 22h, il y en aura la moitié qui seront écrasés et l'autre moitié qui se croiront au paradis. On ne peut pas prendre le foot comme modèle de passion universelle entre les hommes, puisqu'à chaque fois il y a un mort, hein. Il y a un des deux qui n'existe plus à la fin du match. Donc, enfin, au moins, oui, même dans les plus petites divisions, ou les divisions d'enfants, hein. Moi je les vois maintenant, les petits qui jouent à 7 ans, à 8 contre 8, ceux qui gagnent sont fous de joie, tombent dans les bras de leur grand-père qui leur a promis une sucette, et les autres s'en vont la tête basse. C'est très malheureux pour ce jour-là. Non, c'est pas tellement... Bon, la vie en commun, la vie d'équipe et tout, c'est un moyen, bien sûr, de sociabilité formidable, mais il n'y a pas que celui-là, hein. On parlait de l'armée, les copains de régiment, quand on est... Moi, j'étais à l'étranger avec eux. On fait un certain nombre de choses ensemble. Après, quand j'avais par exemple, j'allais jouer à Nantes, il y avait un ancien copain de régiment, mais 20 ans après, qui m'attendait. Il était pâtissier, il m'attendait avec un gâteau pour me donner un gâteau. Ça veut dire qu'il y avait entre nous une foi profonde. Je suis maintenant à l'âge, malheureusement, où
j'en perds des amis. Quand j'apprends, je reçois des faire-part de leur famille. Je me souviens à peine d'eux, parce que nous étions très liés, mais parce que 30 ans ont passé. Donc on peut trouver, oui, dans le sport, dans le football, un moyen de réunir les hommes, mais c'est quand même un combat, le sport. Ça, j'imagine. En tout cas, merci d'être monté sur le ring pour je ne sais pas si c'était un combat, mais en tout cas pour répondre à toutes ces questions et pour vous livrer. Et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Alors d'abord, merci, parce que vous êtes beaucoup livré, c'était passionnant. Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience de se retrouver seul sur un plateau? J'imagine que c'est assez inédit. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ce qui m'a impressionné, c'est l'originalité de votre procédé. Oui, c'est ça, c'est plutôt J'avais fait des interviews très nombreuses avec un interlocuteur ou une interlocutrice, beaucoup plus avec des hommes qu'avec des femmes d'ailleurs. C'est pas pareil. Et puis, j'en avais fait aussi des questions-réponses sans avoir l'homme en face, le questionneur ou en face. L'intervieweur ou l'intervieweuse. Ouais, en étant tout seul. Et bon, c'est très intéressant. On n'a pas la même forme de recherche de la réponse. Je pense qu'on fait des réponses plus générales quand on n'a pas l'intervieweuse en face. Probablement. Alors, on va terminer avec un tout petit questionnaire de Proust, c'est assez court, un peu revisité, et je voulais savoir ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Mon programme de la journée et mon programme immédiat. Et généralement, qu'est-ce que vous aimez faire pour vous ressourcer? Alors, vous avez beaucoup travaillé, vous continuez de travailler encore, parce que vous êtes quand même un grand bosseur. Comment est-ce que vous vous ressourcez? Qu'est-ce qui vous apporte de la sérénité? Je ne suis plus un grand travailleur. J'ai été... Vous avez été. Oui. Je dois, vous ne me l'avez pas demandé, alors je vais vous le dire. C'est pas Proust, ça. Non, c'est pas Proust, mais c'est toujours intéressant quand la personne répond à des questions qu'on n'a pas posées. C'est voilà, très bien, c'est très bien. J'ai été sûrement pas le meilleur entraîneur. Je suis sûr de ne pas avoir été le meilleur entraîneur de football dans la technique, ni le meilleur meneur d'hommes. Bon. Mais j'ai été celui qui travaillait le plus. J'en ai pas encore rencontré un. Je vais vous donner mon programme. 49 semaines par an sur 52, une année sur deux. Mais 50 sur 52, une année sur deux, quand il y a Coupe du Monde ou Championnat d'Europe. Donc 49 semaines, semaine de 7 jours, naturellement, et 11 heures par jour. Oui, effectivement, c'est plutôt intense. J'étais. Là, j'estime que je travaille 10% du temps où je travaillais avant. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce qui me fait peur, en ce moment, j'ai peur. J'ai à moitié peur du virus. Parce que nous sommes en période de... Surtout que vous rentrez d'Italie, là. Vous étiez au Vatican. Oui, mais j'étais au Vatican, j'étais protégé. C'est pas vrai du tout, parce que j'étais dans une foule énorme. Et il y avait des Asiatiques, et les gens... il y a des gens qui s'écartaient, je trouvais ça stupide, parce que les malades, ils n'étaient pas là. Mais il y avait des foules énormes. J'étais dans la chapelle Sixtine au coude à coude. Bon, alors moi j'ai peur de ce virus, pas pour moi. Je me dis, si j'étais égoïste, je dirais ça, c'est une belle mort. C'est 3 jours d'hôpital et puis bonsoir. Par rapport à d'autres maladies, bien sûr, parce que je suis en âge, je suis en train de perdre mes copains. Et donc, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la maladie, d'une maladie. Est-ce que vous avez peur de la vieillesse? Non, j'y suis. Oui. Ah oui, j'y suis. Je parodie quand je vois les discussions sur la date, comment ça s'appelle, au gouvernement, la date butoir. Oui. Moi, alors ils se bagarrent entre 62 et 63 ans. Moi, j'ai arrêté de travailler tout le temps à 67 ans. Ah oui. Et si vous n'aviez pas été entraîneur, vous auriez fait quoi?
instituteur. Ah oui? J'ai stupidement raté l'entrée à l'école normale parce que je regardais une horloge de la Poste pour retourner à la dictée de l'après-midi à 2h et l'aiguille était bloquée. Et je suis arrivé, quand je m'en suis aperçu, il était trop tard, et on m'a éliminé. On m'a compté une faute par mot qui manquait, et il manquait 3 lignes. Et autrement, j'aurais été instituteur. Ça ferait 25 ans que je serais en retraite. Dernière question, qui selon vous pourrait être Ballon d'Or pour les prochaines compétitions? Qui vous voyez? Il faut laisser finir la saison. Vous voyez, il y a des gens éliminés. Déjà, Pogba qui est blessé gravement, qui ne joue pas. Ronaldo qui est un petit peu en perte de vitesse. Alors il y a Messi qui continue. C'est un cheval sur lequel vous miseriez, Messi? Encore. Oui. Peut-être pour la dernière année. D'accord. Autrement... dans les Brésiliens, il n'y a pas en ce moment. Non. Comme disent les anglo-saxons, life will tell. Alors j'aimerais bien dire Neymar pour faire plaisir à tous mes camarades du Paris Saint-Germain. Écoutez, on va leur faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Si Paris Saint-Germain gagne la Coupe d'Europe, Neymar aura peut-être le Ballon d'Or. En tout cas, vous nous avez fait plaisir en venant sur ce plateau. Merci beaucoup de l'avoir fait. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet kto.tv.com. Bonne soirée, à très bientôt.